Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, je reçois Gaël. On va parler ensemble de terreur nocturne. Bonjour Gaël. Bonjour Delphine. Alors Gaël, globalement, on va essayer de faire un peu ta connaissance aujourd'hui. Si tu veux bien, je veux bien que tu te présentes pour dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Voilà, c'est une question vaste. Qui je suis? Gaël. Donc, j'ai plein d'activités puisque déjà on a une troupe de théâtre ensemble. Donc c'est une de mes quêtes dans la vie. Qu'est-ce que je fais d'autre? Depuis peu, je me lance en politique. Et puis aussi, j'ai un travail puisque je suis directeur d'un service dans une entreprise qui bosse sur des logiciels open source. Voilà. J'aime bien que tu mettes ton travail dans troisième activité, un petit peu comme si c'était l'annexe de ta vie. Ouais, je considère que j'ai plein de quêtes dans ma vie. Et tu sais, j'en ai un peu marre qu'on parle tout le temps de notre boulot quand on se présente ou des choses comme ça. Pour moi, c'est juste une de mes nombreuses quêtes que mon travail. Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de se dire qu'on a plein d'activités à son actif qu'un seul travail. Exactement. Et pourquoi tu as accepté de venir parler de terreur nocturne aujourd'hui ? Parce que tu me l'as demandé. On va dire après que je soudoie les personnes pour venir parler de leur neuroatypie. Non, tu les soudoies pas, tu les harcèles. C'est pas pareil. Mon Dieu, un gros mot. Oh. Non, j'essaye surtout que les gens puissent comprendre un peu ce que c'est effectivement. Et c'est vrai que ça fait un peu un gros mot, terreur nocturne. La nuit, souvent, quand on est enfant, ça fait peur. Terreur, c'est un mot très fort. Donc, c'est vrai que je suis bien contente que tu puisses venir nous éclairer un peu dans cette nuit. Eh ben, je verrai être votre lanterne. Oh, c'est le comédien en toi qui parle là. Comment tu pourrais définir un peu justement ce que c'est vite fait une terreur nocturne, dans quoi ça se... C'est pas toi qui devais préparer toute cette partie-là. C'est un piège. Non, c'est absolument préparé. Ok, bon. Alors, je m'y connais pas énormément, mais ça fait partie d'une famille qui s'appelle les parasomnies, il me semble, puisque c'est tous les troubles qui interviennent à un moment où on n'est pas dans un sommeil profond. C'est ça. C'est ça? C'est bon, j'ai bon? Non, mais totalement. C'est-à-dire que c'est différent du somnambulisme, entre guillemets, dans le sens où ça se produit dans le sommeil lent, effectivement, mais où ton cerveau, il va être en ébullition. Donc, lui, il reste éveillé. Et donc, effectivement, tu as des zones motrices qui fonctionnent, mais ta conscience est endormie. Je me suis quand même un peu renseigné un peu plus, puisque, je crois qu'on parle de ça après, mais terreur nocturne, somnambulisme, en fait... c'est plus compliqué que ça. C'est pas que des terreurs nocturnes que j'ai. On en parle maintenant, on en parle plus tard. Oh, de toute manière, I'll go with the flow, comme on dit. Ok. Avec tous les symptômes, c'est très compliqué puisque tout se marie un peu. Et donc, je fais à la fois des terreurs nocturnes, sûrement des épisodes de somnambulie, mais également un troisième truc qui est, alors j'ai pas le nom exact, mais qui est un moment de confusion en fait dans l'éveil. Et globalement, c'est un mélange des trois, mais qui est représenté notamment par les terreurs nocturnes, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça qui est assez bizarre, on va dire. C'est-à-dire que c'est très proche de l'éveil, mais en même temps, ta conscience ne va pas être suffisamment allumée pour que ça puisse rentrer dans ta mémoire d'éveil. Ouais, exactement. Je réponds là. Moi, j'ouvre les portes. Okay. Je ne suis que le guide. Non, effectivement, c'est ça
le plus étrange, c'est le moment où je ne sais pas si je suis réveillé ou non, je ne sais pas si c'est un rêve ou non. Et donc, du coup, effectivement, parfois, ça peut m'arriver d'être persuadé le lendemain matin que quelque chose était un rêve, mais un rêve très très fort. Et en fait, que quelqu'un me dise, bah non, vraiment, tu t'es levé, t'as hurlé, tu m'as crié dessus ou quoi que ce soit. Et en fait, moi, il y a un film qui m'y faisait penser, c'était euh, Inception, où tu sais, il y a des strates dans les rêves. Oui. Alors moi, c'est pas des strates dans les rêves, c'est des strates dans le réveil. Et en gros, il y a vraiment ce truc où, ah, là, mon cerveau, il est endormi, donc ça veut dire que je dors. Je peux faire des rêves, des cauchemars, etc. Je me souviens très peu de mes rêves et de mes cauchemars de manière assez normale. Quand je fais pas des terreurs nocturnes, je m'en souviens quasiment pas. Il y a le moment où je vais atteindre en fait un niveau d'éveil au niveau de mes membres. Des fois, ça peut être juste les bras, juste les membres supérieurs. Et donc là, je vais bouger, je vais gigoter dans le lit, mais je peux pas me lever parce que mes jambes elles sont pas réveillées. Après, je vais avoir mon corps entier qui est en éveil. Là, c'est le moment où je me lève et je peux sortir de la pièce et me retrouver dans une autre pièce. Donc c'est parcellaire en fait, c'est-à-dire que tu n'as pas un réveil classique comme quand on se réveille après la nuit, ou d'ailleurs dans les phases d'éveil normales qu'on a à la fin de chaque cycle de sommeil, où on a une sorte de mini-réveil. Là en fait tu vas te réveiller, mais il y a une sorte de buffer qui fait que tu vas te réveiller bout par bout. Exactement, mais en plus, ça arrive pas à chaque fois. Quand je te dis, tu vois, ça peut arriver que je fasse un épisode de terreur où j'ai juste gesticulé énormément dans mon lit et peut-être crié ou quoi que ce soit. Et il y en a un autre où je vais me retrouver en plein milieu de mon salon à me dire mince, mais qu'est-ce que je fous ici en fait? Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Et c'est que bien plus tard, souvent c'est le lendemain où je me dis ah oui, parce que je me souviens, j'avais fait ce cauchemar, etc. Et en fait, après, là, j'ai parlé du corps, mais il y a aussi l'esprit. Et il y a vraiment ce truc d'esprit de ah, là, je suis à 100% dans le rêve. Ah, là, je suis à 70% dans le rêve et 30% dans la éveillée. Donc, du coup, j'ai conscience un peu de ce qui se passe. Mais c'est un peu comme si je me regardais. Comme si j'étais à côté de moi. Et je me regarde me réveiller, me lever, faire des choses. Mais je peux rien y faire. Et c'est le même effet que d'être à côté de soi. Donc c'est presque comme de la dissociation d'esprit, puisque du coup, tu visualises un petit peu ce que tu vis sans pour autant avoir le contrôle sur la conscience de ce que tu es en train de faire. C'est une sorte de conscience un peu séparée en deux. Ouais, un peu. C'est un peu comme dans la série Jackie Chan. Il y avait le talisman, je crois, du cochon ou du coq qui permet de faire une. Ah non, c'était du mouton. Le talisman du mouton qui permettait de faire une projection astrale. Et c'est un peu pareil. Il y a une projection astrale de moi qui est à côté et qui regarde et qui fait mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que nos auditeurs seront peut-être plus au fait de Doctor Strange que de Jackie Chan en termes de projection astrale. Mais je n'ai pas fini. et... et donc, du coup, après, on arrive à une espèce de 50-50 où là, c'est un peu comme si j'étais vraiment dans mon corps. Je vois ce que je vois et je sais ce que je fais. Mais je suis en train de savoir ce que je fais, mais je n'ai pas de contrôle. Et tu vois, peu à peu, en fait, je vais retrouver des strates comme ça, vraiment à la Inception où eux, ils descendent de plus en plus, mais moi, je remonte de plus en plus. Tu résous le puzzle pour regagner le contrôle sur toi-même. Non, parce que je regagne pas le contrôle. C'est un truc qui se fait sans que je le veuille ou que je le contrôle ou quoi que ce soit. C'est juste. Des fois, ça va être 25%, 30%, 50%, 80%. C'est aléatoire. Et en fait, bah, il y a ce moment où je vais me réveiller. Et souvent, en fait, c'est marrant parce que j'ai plusieurs réveils. Je vais me réveiller, je suis ah, là c'est bon, je suis réveillé et je suis en train de faire. Mais c'est pas moi qui contrôle mon corps. Et après, je recontrôle mon corps. Je suis ah, là c'est bon, je suis réveillé. Je contrôle bien mon corps, mais je ne sais absolument pas ce que je fais. Et souvent, c'est le moment où je me réveille et je suis ok. Et donc, du coup, je change de quête secondaire. Tu vois, je me dis, je suis dans la cuisine sans savoir pourquoi. Ah bah j'ai dû vouloir aller me chercher un verre d'eau. J'ai oublié entre-temps, tu sais, entre le moment où je me suis levé et au moment où Parce je que me tu suis... n'accèdes pas aux mêmes endroits dans ton cerveau, en fait. Tu as l'endroit de la motricité, tu vas avoir l'endroit de l'action, tu vas avoir l'endroit... C'est comme si, du coup, tu réveillais ton cerveau par bout.
Ouais, c'est exactement ça. Je réveille mon cerveau par bout. Et donc, du coup, mon cerveau, il complète. Parce que tu vois, là, quand je suis à 90% de conscience, bah, ça y est, j'ai repris contrôle sur quasiment tout, mais il reste 10%. Et en fait, ces 10%, et ben, je ne sais pas pourquoi je suis venu dans cette cuisine. Et donc, mon cerveau complète. Il se dit, oh, bah, ça devait être pour aller chercher un verre d'eau. Et donc, du coup, il y a un espèce de truc mécanique d'aller chercher un verre d'eau, de boire un verre d'eau. Mais là, je suis pas encore réveillé à 100%. Ouais, c'est la reconstruction. Et En ouais, fait, c'est un peu comme si tu étais une IA en apprentissage. euh, vraiment pas du tout. Mais bah ouais, non, c'est vraiment ce truc de la toupie, etc. Et du coup, après, je vais me coucher. Et c'est que le lendemain où je vais avoir mon vrai réveil. Et je vais me dire, ah, mais c'était un rêve. Et il y a quelqu'un, c'est genre avec quelqu'un qui va me dire, non, non, tu t'es vraiment levé, t'as vraiment crié, pas les araignées, pas les araignées, pas les araignées. Et t'es parti en courant de la chambre, tu Ça vois. sent le vécu. Ouais, c'est typiquement le genre de trucs qui peuvent arriver. Mais d'ailleurs, en parlant de qu'est-ce qui peut arriver et de pourcentage, ça me fait une magnifique transition vers le fait que les terreurs nocturnes, c'est des phénomènes qui sont déjà rares, chez les enfants en tout cas, puisque entre 4 et 10 ans, on a environ 3% des enfants qui font des terreurs nocturnes, mais chez les adultes, ça tombe à 1%, ce qui est très faible. Ah, j'avais pas les mêmes stats. On n'a pas les mêmes sources peut-être. Bon, je sais pas. J'avance un petit peu par rapport à à ce que tu me disais comme planning, mais il y a une vidéo moi que j'avais vue il y a quelques temps. Bon, je peux refaire une petite partie de mon histoire ou est-ce que c'est Bien allez, sûr, c'est bon. de toute manière. J'arrête de on te est- demander. Bon, globalement, il y a quand j'étais petit, je faisais souvent des crises de somnambulie. Je me retrouvais voilà, dans d'autres pièces, quoi que ce soit. Et bah, le moment où je suis allé en études supérieures, j'ai déménagé de chez mes parents. Et donc, du coup, bah, je me suis retrouvé tout seul. Avec personne pour faire garde-fou. Avec personne pour faire. Donc, du coup, je me suis toujours dit, ah bah c'est bon, je suis plus somnambule. Génial. Bah oui, Erreur fatale. bah non, mais tu vois, il y a vraiment ce truc de. Oui. Ah, par contre, effectivement, il y a un truc de. Oh, je fais souvent des rêves vraiment bizarres. Mais je suis plus somnambule. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est mis en couple. Et en fait, c'est cette personne-là qui m'a dit, mais t'es somnambule. Ben non, je suis plus somnambule depuis que j'ai 17 ans. Je suis plus somnambule depuis à peu près cet âge-là. Mais si, tu te réveilles la nuit, tu te lèves, tu cries, etc. Ah merde, putain. Et donc du coup, bah, c'était quand même un peu dérangeant. Donc du coup, j'avais pris rendez-vous en fait avec un médecin généraliste, mais spécialisé sur les questions du sommeil, pour voir ce qu'il en était. Donc il m'avait expliqué un peu tout ça. Et aujourd'hui, moi, je suis pas entièrement diagnostiqué. C'est pour ça que c'est encore un peu flou, parce que il m'avait donné, je devais prendre rendez-vous dans une clinique du sommeil pour savoir ce qui se passe. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de prendre un rendez-vous dans une clinique du sommeil. C'est genre un an et demi de préparation. Tu vois, on te donne un Oh rendez-vous. là là, c'est à dormir debout le temps pour pouvoir faire un rendez-vous. Pardon. Tu leur dis ou pas que je me lève et que je pars. Ce sera noté. Donc voilà, bon, s'il y a des gens qui me connaissent un peu, ils savent que l'organisation et moi, c'est pas dingo. Donc prévoir quelque chose pendant un an et demi, c'était juste impossible. Donc j'ai jamais été faire ces tests. En plus, il faut dormir là-bas, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, parce qu'ils font un enregistrement, attention, je lis mes notes, polysomnographique. Exactement. Il fallait que je fasse un enregistrement polysomnographique. C'est sur l'ordonnance. Je vais encore l'avoir quelque part. Ouais, et donc du coup. Donc voilà. Et donc, j'ai à peu près tout ce diagnostic, toute cette vie. Donc je continue. Et il y a un an, peut-être un an et demi, je sais pas. Il y a Dr Nozman qui avait fait une vidéo YouTube sur les terreurs nocturnes. Et j'ai fait. Et moi, je savais déjà que j'en faisais, mais en fait, personne n'en parle. Littéralement, jamais personne n'en parle quoi de ça. C'est pour ça que ce podcast existe. On parle un peu de paralysie du sommeil. Il y a un peu tout le monde qui voit ce que c'est la paralysie du sommeil, le démon qui est sur le corps, etc. Mais en fait, la somnambulie et les terreurs nocturnes, personne n'en parle jamais. Et donc, du coup, je dis, waouh, génial, il y a quelqu'un qui en parle, c'est trop bien. Et donc, du coup, je raccroche les ponts, mais dans cette vidéo, je m'en rappelle plus très bien parce que ça va faire au moins un an ou deux qu'elle est sortie.
Donc, vu que j'ai la trentaine, ça fait sûrement 5 ans qu'elle est sortie, mais tout est... Dans cette vidéo, il expliquait qu'il y a beaucoup d'enfants en fait, qui sont somnambules. C'est assez fréquent. Alors oui, moi je parlais uniquement des pourcentages des terreurs nocturnes. Ah. Mais le somnambulisme, c'est beaucoup plus, oui. Ok. J'avais un truc genre 15%, 20%. C'est ça, le somnambulisme, les enfants, il y a 20% des enfants, à peu près 15-20% qui font du somnambulisme. Okay. Mais par contre, les terreurs nocturnes, ça c'est vraiment beaucoup plus d'accord, faible. Je savais pas qu'il y avait une différence sur les terreurs nocturnes. Et donc du coup, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a des portails dans la vie, sûrement avec des changements hormonaux ou je ne sais quoi, qui disent, bah voilà, à peu près à l'adolescence, les 20% de somnambulie, terreur nocturne, etc., ça diminue à... en fait, on passe de 20% à 10% ou peut-être même à 7%. Et ensuite, vers la vingtaine, il y a encore un énorme creux, et plus tu vieillis... Du coup, on a à peu près 2 à 4% des adultes qui sont somnambules. Exactement, mais en fait, même dans la vie d'adulte, il y a encore une fois des portails, et en fait, entre les 30 ans et les 60 ans, il y a des changements. Et alors, je me souviens plus exactement de la vidéo, je raconte peut-être des bêtises, et je veux pas mal le paraphraser, mais globalement, quand tu loupes un de ces portails, bah... rendez-vous au portail suivant. Rendez-vous au portail suivant, et c'est tout, quoi. Je suppose que ça change en fonction des personnes, c'est pas des âges fixes ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça expliquait ça plutôt pas mal. Et donc, j'avais vraiment cette stat de... Il y a beaucoup d'enfants, mais en fait, après, ça diminue très, très fortement. Et les adultes qui sont atteints de somnambulie ou en tout cas de troubles comme ça, c'est quelques pourcents et c'est très, très rare, quoi. C'est très, très rare. Mais après, comme il semblerait que ces phénomènes soient héréditaires, on peut aussi anticiper si jamais la famille ou les proches ont ce genre de troubles. On peut le retrouver aussi par antécédent. Ok, je savais pas ça. Et aussi, on sait très bien que ça, par contre, il y a favorisation de ces troubles avec le stress. Je ne t'apprends rien. Ouais. La privation de sommeil, parce que du coup, ça perturbe tout le cycle de base. La fièvre, puisque c'est la fièvre de base, ça perturbe aussi au niveau du cerveau. On peut avoir des délires et ce genre de choses, donc ça favorise aussi au niveau du sommeil. L'alcool, évidemment, hein, ça on ne le rappellera jamais assez, et certains médicaments, puisque c'est tout ce qui est interaction qui joue sur le cerveau. Ouais, bah ça c'est un truc que mon médecin là, que j'avais vu, il m'avait dit. Parce qu'en fait, alors, pourquoi est-ce que j'avais été voir ce médecin et pourquoi est-ce que c'était problématique? C'était pendant le Covid, le confinement. Oui. Je m'étais fait opérer des dents de sagesse. Ah bah, dis donc, tu choisis ton moment. Ouais, genre vraiment bon moment, quoi. C'était vraiment, je me fais opérer et peut-être 2 jours plus tard, on est confiné, tu vois, un truc comme ça. Je compatis, j'ai eu une entorse le jour du confinement. Donc là, tous les dentistes, ils avaient arrêté de travailler. Et on m'avait filé en gros, je m'étais fait opérer à côté de mon boulot à l'époque, qui était du coup loin de chez moi. Et il y avait un seul cabinet de dentiste dans la ville qui était resté ouvert pour un peu tous les cabinets, tu vois. Donc je suppose une attente... Qui n'était pas mon cabinet. De surcroît. Voilà. Et en gros, j'avais vraiment mal. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et je commençais à avoir globalement tous les symptômes de l'infection et des trucs comme ça. Voilà. Et je me souviens, je l'avais appelé le cabinet là, et je lui avais dit j'ai mal, mais genre en crevé, quoi. Il m'avait renvoyé une ordonnance Doliprane. Attends, en plus, il m'avait envoyé la facture. Bon, globalement, je lui avais expliqué je payerai pas votre facture, en fait, monsieur. Et surtout, vous comprenez pas, j'ai mal. Et donc, sur une échelle sur 10, 12. Il m'avait filé de la codéine. Tu sais, les. Oui. Ouais. C'est un mix avec d'afalgan. C'est ça, d'afalgan codéiné. Et donc, du coup, je faisais des terreurs nocturnes tous les jours. En plus de la douleur aux dents, etc. Tu vois, donc du coup, j'avais tout le temps mal et je pouvais pas dormir. Et... Quel enfer. Ouais. Du coup, j'avais pris rendez-vous avec ce médecin et il m'avait expliqué, en gros, il faut absolument éviter tout ce qui finit en in.
donc notamment la codéine, mais aussi la caféine, mais aussi donc la cocaïne. Ah bon? Bah non, mais donc du coup, en gros, tout ce qui finit par in globalement, Morphine. dans ces styles-là, ça influe beaucoup sur le sommeil et ça peut provoquer ces épisodes. Et donc du coup, maintenant, j'essaye de pas boire de café trop tard, genre vers 15h et quelques, j'essaye d'éviter. Je fais vachement attention quand je prends de la codéine. D'ailleurs, j'en prends plus en fait, parce que je sais que ça me fait des épisodes assez forts en fait. Mais la codéine, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment une molécule qui n'est pas anodine du tout. Et il y a énormément de gens. Moi, je sais que ma mère, ma sœur et moi, on est extrêmement sensibles à cette molécule et tous les dérivés opiacés d'ailleurs. Et donc, c'est un enfer à chaque fois qu'on opiacés, c'est parce qu'ils sont hauts dans la hiérarchie. Oui, c'est ça. On espère que les auditeurs ont de l'humour aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut pas négliger le fait que la codéine, c'est pas du tout anodin. Ouais, je m'en suis rendu compte effectivement. Donc maintenant, j'essaie de faire attention et voilà. Donc du coup, effectivement, et vu que je suis je suis quelqu'un d'un peu stressé. Un peu. Je pense que ça favorise vachement les épisodes de Terreur Nocturne. Totalement. De toute manière, en termes de traitement, vu que c'est pas une pathologie en soi, c'est vrai que la prise en charge des terreurs nocturnes ou du somnambulisme, c'est vraiment des mesures d'hygiène du sommeil de base, c'est-à-dire se coucher et se lever à heure fixe, ce qu'on conseille à tout le monde, éviter la privation de sommeil et les excitants, ce qu'on conseille à tout le monde, et aussi diminuer le stress avant de se coucher. Alors c'est un très bon conseil pour les personnes anxieuses. On y reviendra peut-être sur un épisode sur l'anxiété, mais c'est une autre paire de manches. Mais par contre, pour les terreurs nocturnes, ce qui est important aussi, c'est que si vous êtes en contact avec une personne qui est sujette à ce genre de soucis nocturnes, ça peut être intéressant de prévoir une sécurisation de l'environnement. C'est-à-dire fermer les fenêtres, surtout si vous vivez dans un appartement ou une maison à l'étage. Enlever les objets dangereux qui peuvent être à proximité. Ne dormez pas avec vos couteaux de cuisine. Prévenir les chutes aussi. Parce qu'on ne sait jamais, imaginons un enfant qui fait des terreurs nocturnes, qui vit dans un lit superposé, peut-être que c'est mieux de lui laisser le lit du bas, par exemple. Ce genre de choses. Après, évidemment, il y a tout ce qui est psychologie avec les thérapies comportementales. C'est un truc que j'ai relativement découvert tout seul. Et puis en plus, les gens qui ont des terreurs nocturnes ou qui font du somnambulisme, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois avec des gens. Et il y a ce mythe, tu sais, comme quoi il faut pas réveiller un somnambule parce que sinon il peut rester dans un sommeil paradoxal ou quoi que ce soit. Enfin, tu sais, il y a tout un tas de trucs comme ça. Mais non, réveillez pas quelqu'un qui fait de la somnambulie parce qu'il va vous frapper vous. C'est vous qui êtes en danger, c'est pas lui. Et est-ce que je dépasse un peu sur ton planning, mais ce n'est pas grave. Mais ne stresse pas. Tout va bien. Quand je suis en épisode de Terreur Nocturne, je suis vraiment en train de fuir quelque chose qui veut m'agresser. Mais vraiment, c'est un truc où ça devient très animal. Ça peut être des araignées, c'est un rondin de bois avec plein de pics, c'est des gens qui me chassent. C'est des événements, tu sais, c'est un peu traumatique. Tu sais, de tous les films là, qui mettent en scène des chasses à l'homme où on envoie quelqu'un dans les bois et il y a 2-3 personnes qui le chassent. C'est un truc hyper traumatisant. Moi, je sais que je peux pas regarder ça. C'est peut-être à cause du fait que je fasse des cauchemars. Parce que tu le vis toutes les nuits. Et s'il y a quelque chose qui me bloque à ce moment-là, en fait, il y a la réaction primale de frapper. Parce que je suis en stress, en fait. Il y a plus de moi ou de sur moi ou je sais pas trop quoi. Tu sais, il y a plus cette conscience sociale qui dit non, on va pas frapper les gens. Mais non, on est en train de m'agresser, donc du coup forcément je me débat. Et effectivement, la première sécurité, s'il y a quelqu'un qui fait une crise de somnambulie à côté de vous, protégez-vous vous-même. N'allez pas le toucher à la personne, n'allez pas bloquer la personne, ne retenez pas la personne, parlez-lui calmement. Et en fait, il y a un peu ce truc de si on me parle calmement, après je fais ah oui, il faut juste que j'aille me coucher, en fait, tout va bien. Donc, t'es comme un enfant, tu vois, genre. J'imagine bien Gaël, le Gremlins, qui redevient tout mignon à chaque fois. Tiens, va dormir, je te donne un sucre d'orge. Ah, cool. Pas après minuit. Ah oui, zut. J'oubliais la règle.
D'ailleurs, en parlant de vivre tel un enfant, ou justement, ça me fait une petite transition. La semaine prochaine. Bah justement, ce serait intéressant de pouvoir essayer de voir ce que ça donne sur ta vie personnelle, professionnelle, sociale, émotionnelle, enfin un petit peu dans ton quotidien. Comment ça se passe en interaction avec les gens? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.